à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. On espère que ce confinement se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va vous parler de Seven Deadly Sins à deux. Juste toi, Cagnard, et moi. Salut Cagnard, ça va ? Moi et toi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Seven Deadly Sins ? Ou plutôt, est-ce que tu penses que Seven Deadly Sins et ses 41 tomes sont entrés dans la cour des grands ? Ou en tout cas dans la cour des top ventes manga ? Bah en fait c'est un peu la frustration que j'ai là en ayant terminé Seven Deadly Sins, et c'est une série que je suis depuis le début de sa publication. C'est-à-dire que franchement j'ai kiffé. J'ai passé un super moment et paradoxalement le premier truc que je me suis dit quand je l'ai terminé, c'est je vais revendre ma collection. Ah ouais, c'est bizarre. On est sur un oui et non qui se battent. C'est la première fois que j'ai ça pour un titre où je me dis franchement j'ai kiffé, et honnêtement il y a peut-être une chance que j'ai envie de les relire à un moment. Mais le premier truc que je me suis dit c'est chouette, je vais faire de la place dans ma collection de bouquins, tu vois, et je vais revendre mes Seven Deadly Sins. Bah, ce que je te propose c'est de faire du factuel en fait pour voir si c'est une top vente manga. Regardons les ventes. Regardons les ventes de tome 1 depuis le début de l'année. Si on fait un classement, un top 10 des meilleur tome 1 vendu depuis le début de l'année en France, donc sur 3 mois. Ouais. Mois de janvier, février, mars. On a top 1 Naruto, normal, comme l'année dernière. My Hero Academia en 2. 3ème Demon Slayer. 4ème Attaque des Titans. Salut RN. 5ème One Piece. 6ème Jujutsu Kaisen. 7ème Assassination Classroom. C'était il y a 2 émissions. Ouais, Assassination Classroom. Spy Family en 8ème. C'était il y a mois d'octobre, souvenez-vous. Bah, souvenez-vous en fait pour tous, je crois. Fairy Tail en 9, souvenez-vous il y a très longtemps. Bah ouais, souvenez-vous, qu'est-ce que tu fous là, Fairy Tail? Mais 9ème meilleure vente de tome 1. C'est fou quand même. 10ème à égalité, franchement ça se jouait à quelques dizaines avec Seven Deadly Sins, The Promised Neverland. Donc c'est dans le top 10. Factuellement, de toute façon, ça fait partie des meilleurs. Voilà, ventes, c'est Mouchoir de poche 10 et 11 avec Promised Neverland. Mais voilà, d'ailleurs, on va revenir sur Promised Neverland dans quelques semaines pour la fin. On va faire une émission sur les 10 derniers volumes, puisqu'on a fait déjà 2 émissions. Ça va être chargé. Donc voilà, c'est une top vente, c'est dans le top 10. Alors effectivement, il y a des offres promo, etc. Mais c'est le cas pour quasiment tous les mangas de ce top, pour une grosse partie des mangas de ce top. Factuellement, c'est un des marqueurs des publications 2020, on va dire, du manga. Même 2010, on peut remonter. Oui, 2010, ça me paraît un peu loin, 2010. Mais rappelle-toi qu'au lancement de Seven Deadly Sins à Japan Expo, on avait fait une photo ensemble sur une simulation sur Hawk. Deux cochons, et d'ailleurs c'est une photo qu'on vous propose de gagner. Donc vous avez Maximilien et moi sur le cochon de Seven Deadly Sins. On vous propose de la gagner, donc pour ça voilà, faut pas hésiter à... Je ne sais pas du tout où je vais là. Au 83210, faut envoyer un SMS. Oui, envoie un SMS au 83210. Voilà, envoyez un SMS au 81212, envoyez photo et voilà. Enfin au numéro que vous voulez. De toute façon vous ne pourrez pas gagner cette photo parce que je sais même pas où elle est. Avant de parler d'une autre fin qui a fait grand bruit en ce moment, que vaut la fin de Seven Deadly Sins? C'est la question de cette 5e de coup. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour et rebonjour, bienvenue et re-bienvenue dans la 5e de couve. Celle-ci, on l'a fait en duo, on va être un peu les David et Jonathan du manga. On va être les Sonny and Cher du shonen. Ouais, ça j'aime bien. On va être à Seven Deadly Sins, ce que sont Maïté et Micheline à l'anguille. Ça j'aime moins, mais ouais j'aime bien aussi. Bah, si, un petit coup sur l'anguille là comme ça. Cagnard. Elle est culte cette vidéo de Maïté qui fout des coups de bâton sur une anguille. Écoute, tu seras Maïté, je fais Micheline si tu veux. Moi j'ai l'air un peu horrifié à côté de toi, genre mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais je comprends rien. Il y a une autre vidéo de Maïté qui est mortelle où elle prépare un hamburger. Donc déjà pendant toute l'émission elle critique les États-Unis, tu vois, et elle te prépare un burger avec un pain de campagne qu'elle a coupé en deux. Elle est mortelle, cet épisode il est trop bien. Nous allons vous parler non pas de cuisine mais de Seven Deadly Sins, vous ne vous inquiétez pas. Hashtag 5DC pour participer à cette émission avec nous a posteriori dans un second temps. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Nous sommes sur Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Vous pouvez nous retrouver donc avec ce hashtag avec le nom La 5e de couve ou Espace Manga. Nous voici enfin prêts à charcuter, à dépecer et à aimer le manga Seven Deadly Sins et sa fin surtout. Donc on va
se permettre de ne pas vraiment vous refaire le pitch puisqu'on va spoiler assez très très rapidement à la fin. Donc si vous voulez pas du tout être spoilé, il va falloir s'arrêter à ces blagues. Voilà. Oh oui, là on est entre nous là. Hein. Exactement. C'est vraiment Bisson Abisso. Bon, vraiment, si vous voulez rester, je vous fais. C'est une histoire simple. C'est une princesse en danger. Elle a besoin d'aide. Alors elle fait appel aux Seven Deadly Sins, qui sont des criminels recherchés. Et à la fin, elle a plus besoin de leur aide. Ils y arrivent tous. Voilà. Excellent pitch. Très bon. Mais ce n'est pas que ça. Alors, est-ce qu'on a aimé cette fin? Est-ce qu'on a aimé la vraie fin de Seven Deadly Sins? Parce que c'est un peu plus complexe que ça. Est-ce que les personnages résolvent et bouclent leur histoire? Très bonne question. C'est pas toujours le cas dans les mangas. Et comment est cette fin? C'est ce qu'on va voir maintenant, puisque c'est une fin en 3 temps. Ça te va si je te dis 3 temps? Ah bah complètement, d'un point de vue très terre à terre, on en a dénombré 3 des fins et c'est super original pour un shonen. Carrément, à partir du tome 35-36, la fin est armée. On parle pas de fin alternative, non. On parle de 3 cycles qui se terminent à la suite. Ouais, c'est ça. Moi je pense que si je devais être au tome 35 ou 36, j'y arrive, je fais oh bah écoute, je dois être à la fin. Ouais. Là, je regarde Mais grave, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter? Mais il reste 5 tomes encore. Mais oui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. C'est perturbant, je suis d'accord que c'est perturbant. Et moi je fais souvent ça, je me garde 3, 4, 5, 6 tomes pour finir une série, parce que j'aime bien faire un bloc d'un coup. Faire un dernier arc. C'est ça, je suis pas, on est sur... j'aime être sur le temps long, c'est par exemple pour ça qu'on parle de la fin de Seven Deadly Sins dans ces émissions, et pas de la fin de l'attaque des Titans. Parce que la fin de l'attaque des Titans, là, elle est toute fraîche, il y a un chapitre qui est sorti... c'est pas le moment. On est dans un autre temps et on va l'analyser avec plus de recul. Et typiquement sur l'attaque des Titans, quand on aura lu la fin. Oui, parce qu'on l'a pas lu en plus. Hein. Moi, j'ai envie aussi de repenser au début. Donc en fait, j'ai envie et j'ai besoin d'un temps de réflexion, vraiment de dire on est arrivé à ce point Z. J'ai bien envie de repartir du point A pour refaire les liens. C'est ça. Et pour ça, on va attendre la publication du bouquin, parce qu'on nous en parle déjà sur les réseaux sociaux. Donc on va attendre la publication française du dernier tome de l'attaque des Titans avant de revenir sur la série sur RN. Qui mérite un temps de réflexion. Ouais, moi, j'ai pas envie de réagir juste sur la fin. J'ai aimé, j'ai pas aimé. J'ai envie d'avoir un temps de réflexion sur cette série qui pour moi est vraiment un game changer du manga. Et donc sur Seven Deadly Sins, on arrive sur la fin, la boucle de Meliodas. En gros, Meliodas et Elisabeth ont tous les deux une malédiction. Lui, il est condamné à la vie éternelle. Ouais. Et à tomber systématiquement amoureux de la réincarnation d'Elisabeth. Et Elisabeth est condamnée à se réincarner indéfiniment à chaque fois. Mais à chaque fois de se rapprocher, à chaque réincarnation, de se rapprocher de Meliodas et de tomber amoureuse de lui. Et dès qu'elle en a conscience, elle meurt. Dans 3 jours. Ce qui limite beaucoup les choses, hein, malgré tout. Et donc, on arrive à ce tome 35-36, fin de la malédiction de Meliodas. Et on pense même des deux, à ce moment-là. Et tout a l'air bien. Et on fait un banquet. Oui, il y a un vrai banquet Il y Astérix. a un banquet, c'est la fin. Et là, vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer après, quoi? Ah bah oui, en plus... Fin du premier temps. Limite, la fin est un peu... La fin de cette séquence malédiction, on va dire... Enfin, elle est hyper simple, quoi. La résolution est archi simple. Baston, on l'a éclaté, on a gagné. Et ça y est, j'ai le pouvoir. Et Meliodas qui en gros dit ça y est, j'ai le pouvoir de stopper la malédiction d'Elisabeth. Et voilà, c'est tout. Ça va pas chercher plus loin. C'est limite décevant. Tu vois. Après, effectivement, moi j'ai ce truc-là que pour moi la malédiction n'a jamais été si importante que ça dans Seven Deadly Sins. On nous l'explique assez tardivement. On essaye de donner ce côté urgence dans le dernier arc en disant bah voilà, il lui reste que 3 jours là, elle va crever, donc il faut la sauver vraiment. Mais c'est vrai que pour moi c'était un peu un side subject, tu vois. Mais malgré tout, tu vois qu'elle est quand tu y repenses, tu vois qu'elle est là depuis le début. Oui. Tu vois que Meliodas il l'a en tête. Meliodas il a conscience de ça depuis le début du bouquin. Bah c'est la force de Seven Deadly Sins, c'est que dès que tu apprends ce concept de réincarnation et qu'ils doivent revivre en fait le même funeste destin, on va dire, tu te rends compte que quand t'as ouvert la page 1 du tome 1 du manga, en fait ça fait déjà 350-400 réincarnations qui sont en train de vivre. C'est hyper malin ça, je trouve. D'un point de vue temporel, c'est hyper intéressant. Et c'est dramatique aussi. C'est hyper dramatique, tu te dis que bah, tu sais, c'est vraiment comme dans le film de Bill Murray. Le jour de la marmotte. C'est pas le titre, mais... Le jour sans fin. Un jour sans fin où tu joues à un moment, et comme dans Legend of Tomorrow aussi, tu joues
joue sur le nombre de réincarnations. Ouais. Et quand tu ne comprends pas certaines réactions de Méliodas, qui a pas l'air blasé, mais qui est un peu en mode on s'en fout, au final, avançons, eh ben tu comprends qu'il est en train de revivre le même scénario. Ouais, voilà, il revit le même scénario indéfiniment, et c'est ça sa malédiction au final. Et je trouve que c'est un élément hyper important, hyper malin, tu vois, d'un point de vue temporel. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur et de faire un zoom avec l'auteur. C'est pas une vraie rencontre, mais c'est pas loin d'une rencontre. On a discuté pendant 1 heure ensemble, quelque chose comme ça. Et donc ça a donné une interview dans un magazine qui s'appelle Japan Live, un hors-série qui est sorti. Et il me racontait dans cette interview, et on le retrouve dans le magazine, que lui, il a conçu vraiment Seven Deadly Sins avec ce décalage entre les deux personnages, avec Meliodas qui a ça en tête depuis le début, qui a conscience de tout ce souci, et un déséquilibre avec Elisabeth qui n'a conscience de rien du tout. Ouais. Et il a vraiment axé toute la relation de ce couple, qui est le couple emblématique de Seven Deadly Sins. Il a axé toute leur relation autour de ce problème et de ce rapport de force déséquilibré. Et je trouve que de cette manière, cette fausse première fin est parfaite, puisque du coup, Meliodas a, lui, donc résolu sa boucle, puisqu'il n'est plus maudit, mais Elisabeth y est encore. Il se rend compte que en fait il a foiré son coup de hey, je peux enlever ta malédiction. En fait c'était une connerie. Oui, et en plus, ça faisait très Scooby Gang. Ouais, grave. Il y a ce côté en plus qui est assez intéressant de, en fait, Meliodas redoute le moment où Elisabeth va retrouver la mémoire, parce qu'il sait qu'à partir de ce moment-là, il y a le chrono qui est enclenché et qu'il reste que 3 jours avant qu'elle crève. Et du coup, ça, je trouve que c'est une très bonne explication de la légèreté de Meliodas pendant tout le récit, où c'est vrai qu'il y a plein de fois où tu te dis, tu sais, pourquoi il dit pas la vérité, pourquoi il fait juste ouais, on s'en fout, venez, on s'amuse, l'important c'est qu'on soit entre nous. Eh ben en fait c'est complètement justifié. C'est parce qu'il a peur de ce moment. Il a vraiment peur du moment où Elisabeth va retrouver ses souvenirs. Parce qu'il l'a vécu et ça s'est mal passé. Encore et encore. Après je me disais, en fait en le lisant, moi j'avais ce truc du mais qu'est-ce qui fait que cette fois-ci ça va bien se passer? C'est parce que c'est la fois. C'est la fois qu'on nous raconte. Ouais, c'est parce qu'on y assiste. Parce qu'on y assiste, donc ça va bien se passer. Et je me suis dit, mais ça pourrait très mal se passer. Et en fait, quand à ce moment-là, on se rend compte qu'il a pas enlevé la malédiction d'Elisabeth et que ça s'est planté, qu'il faut se rebastonner contre tout le monde. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je me dis, en fait, ça peut mal se finir. Oui, d'un point de vue pourcentage, sur le nombre de résurrections qu'ils ont vécues et de happy end. C'est moins de 1%, je pense. Ouais, pour le coup, ils ont vécu et revécu des échecs. Meliodas, en tout cas, pas Elisabeth, vu qu'elle se souvient pas. Mais il y a une très faible. Il y a un taux qui est très faible de réussite. Et à ce moment-là, donc finalement, ils réussissent à boucler. Ils réussissent à soigner. Soigner, on peut dire soigner. Oui, à enlever la malédiction d'Elisabeth. Oui. Et là. Tu fais c'est la fin du manga, mais qu'est-ce qui se passe? Il reste 2 tomes encore. Ouais, il en reste encore plein. Qu'est-ce que vous allez raconter là du coup? Et rebanquet, normal. Et alors là, en fait non, pas du tout. Il y a un nouvel ennemi qui débarque. Le chaos. Franchement, au début, j'ai fait mais qu'est-ce que... Non mais c'est too much. En vrai, c'est too much. Au début, j'ai pas compris. J'ai fait qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis dit mais il sort ça d'où? Et en fait, c'est quand il l'explique, ça devient logique, mais vraiment sur le coup. Ah, t'as trouvé ça logique toi? Au final, j'ai vu que c'était préparé. Oui, alors préparé, je suis d'accord. C'était préparé, parce que tu sais, t'as le truc du faut qu'on parle Merlin. Ouais. Meliodas, il lance des pics comme ça depuis un moment. Il faut au moins 20 hommes qui dit à Merlin non, mais il y a un truc qu'on doit régler. Hein. Oui, c'est vrai que c'était annoncé en tout cas. Mais comme Arthur était mort, je m'attendais pas à le voir revenir forcément. Ouais. Et en plus, moi j'étais hyper déçu de la mort d'Arthur pour le coup. Qui était un peu naze. Ouais, tu fais mourir un perso comme ça, pour moi il faut un peu de... faut quand même un petit peu faire monter la sauce, et là je trouve que c'était pas spécialement réussi, tu vois. Oui, puis j'aimais bien son familier, qui zozote. Oui, alors, c'est... Non mais c'est vrai que ce truc arrive de manière complètement... au fait, vous connaissez le chaos? Oui, non. Je sais pas, il y avait le bien, le mal, les déesses, les elfes. Ouais, en fait il y en a un troisième, c'est le chaos. Et c'est l'origine de tout sur Terre. Il peut être positif comme négatif. T'as quoi? Mais tu sais qu'il te reste que 2 tomes là. Ouais, c'est ça. Parce que faut aller vite là, hein, si tu veux amener. C'est là où on comprend qu'il armait en fait en partie sa nouvelle série, clairement. Et donc il y a donc la fin où Arthur revit et on nous explique le chaos. Après il y a des combats de ouf. Hein.
graphiquement, il y a des idées, des trouvailles qui sont géniales dans toute cette partie-là, quoi. Mais ça sortait vraiment de nulle part. Et là, c'est la vraie fin du bouquin, enfin. Voilà. Et où on peut penser que Arthur va utiliser le chaos, puisque maintenant il est le maître de ce chaos, pour le bien. Pour reconstruire le pays, pour reconstruire Britannia. C'est le pari que Merlin a fait de miser sur lui. Mais c'est vrai que ça donne un faux rythme hyper étrange, parce que là, on est habitué à des shonen où la fin est rushée, tu vois, où il n'y a pas le temps, tu finis en 5-6 chapitres et voilà. Là, c'est bizarre, c'est comme une course, mais c'est comme si tu courais à cloche-pied, tu vois. Des fois t'accélères. T'accélères d'un coup et après, genre, non, repose-toi, je vais t'expliquer un concept. Ça s'appelle le chaos. Ah, d'accord, ok. Mais du coup, ça monte très vite en pression, ça redescend juste après. C'est hyper perturbant comme fin, je trouve. Et en même temps, tellement original. Bah, là, pour le coup, en fait, j'avais pas de comparaison. J'ai pas vu d'autres fins qui étaient à la fois longues et courtes et finalement aussi fournies. Non, et puis même, moi je me souviens que je commençais à me demander, en arrivant vers la fin, je me demandais un peu, mais ça va être qui le boss de fin ? Tu vois, le méchant... Ah ouais, donc tu dis, c'est le roi des enfers. Bah moi je me suis dit Zeldris au début. Après, en fait, c'est le roi des enfers qui prend possession de Zeldris ? Non, du grand frère. D'Estarossa, mais il prend aussi Zeldris. Et attendez, j'ai un peu du mal à comprendre qui est le méchant, tu vois. Ensuite, il prend possession d'une montagne. Oui, très bien. Mais ça, j'ai bien kiffé. Moi aussi. Ça, le truc on va en reparler après. Il y a quelques kiffs quand même sur cette fin en plus. Et après, mais tout est complet. Mais c'est ça qui est ouf, c'est qu'il a réussi. J'ai pas d'autres questions. J'ai pas de questions. Non, j'ai pas. En fait, toutes les questions concernent le futur. Le futur de maintenant que vous avez mis en place ce truc du chaos, vous m'avez intrigué, vous avez piqué ma curiosité, voilà, j'ai bien envie de savoir, mais tout est complet et en fait t'as eu à boire et à manger et t'étais en ah ouais, mais là t'as eu un banquet pour 10, mais t'étais que 2, quoi. C'était vraiment all inclusive là, il y avait vraiment, mais c'est cool, c'est généreux. Ouais, c'est très généreux. Moi je vais quand même malgré tout poser la question, mais c'est quoi votre problème avec Arthur? À un moment donné, pourquoi Arthur? Il me dit, en fait, ce qu'il m'a répondu, et ce qu'on peut voir dans le magazine, c'est que, en gros, je résume très grossièrement, c'est c'était son personnage. Il voulait faire, en gros, une série sur Arthur, et finalement, c'est parti sur les Seven Deadly Sins. Ouais, mais ça m'étonne pas du tout. Donc du coup, il a dit non, mais moi ma fin était prévue qu'Arthur. Je fais ma fin avec Arthur, quoi. Puis il voulait garder Arthur, et Arthur reste dans son prochain manga, dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse. J'ai plus le nom japonais, mais c'est un nom dans ce genre-là. Et Arthur resterait le roi de ce territoire. Ah bah de toute façon, mais tu sais, c'est marrant parce que moi, Seven Deadly Sins, c'est un manga que j'ai toujours bien aimé à cause des concepts qu'il a, comme typiquement les Seven Deadly Sins, qui sont des chevaliers qui ont été reniés, tout ça. J'ai beaucoup aimé, mais je me souviens de l'arrivée de Merlin et je me disais, mais qu'est-ce que pas Merlin, Arthur, qu'est-ce qu'Arthur fout là? C'est-à-dire que là t'amènes un véritable élément de l'histoire du folklore, quoi, médiéval, et tu l'amènes. Et ce que je trouve assez marrant, c'est que ce perso, il le met vraiment au forceps dans l'histoire, tu vois. Il est là, non mais si, je vous jure, Arthur, il est cool. D'ailleurs, la scène de l'arrivée d'Arthur, il me racontait que c'était l'une des plus difficiles qu'il ait eu à dessiner, parce qu'il avait décidé de la dessiner avec des milliers de figurants derrière lui. Ouais. Je sais pas si tu te souviens quand il arrive devant les portes de la ville et tout. Pas son armée, mais sa fausse armée, ouais. Non mais c'est une fausse, c'est une illusion. Oui. Et en fait c'est au moment des fêtes de fin d'année, et donc il a fini l'année sur cette scène, et il a commencé l'autre en dessinant la suite de cette scène. Donc il est resté, il me dit j'ai passé 2 ans dessus du coup. Mais c'est marrant de voir que tu sais Arthur et en fait Arthur a parasité cette histoire quelque part, tu vois, même si c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'était une histoire sur Arthur qu'il voulait faire. En fait, lui, c'est ça. Tu vois, c'est que à partir de maintenant, il va commencer à raconter l'histoire qu'il voulait raconter, quoi, depuis le début. Malgré tout, moi, j'étais pas au début de Seven Deadly Sins, j'étais pas forcément calé en légende. Je le sais pas beaucoup plus, calé en légende arthurienne. Mais en fait, tous les noms des personnages sont issus des légendes arthuriennes. Oui, il y a beaucoup. Donc, mais tous même les Seven Deadly Sins, c'est Elisabeth. Et Elisabeth, il y a vraiment une Elisabeth qui se marie avec un Méliodas dans les légendes arthuriennes. Il y a vraiment une Ban et un Ben et une Hélène. Il utilise même la Dame du Lac, Merlin. Tu vois, c'est des références directes. Donc finalement, c'est pas tant au forceps
que ça, Non. mais il fallait le savoir. Disons que ce que j'appelle au forceps, c'est que les Seven Deadly Sins, c'est une histoire imaginaire, tu vois. Alors que le folklore arthurien et des romans de la table ronde, c'est un background qu'on connaît déjà très bien. Et c'est dans ce sens-là que je dis forceps, c'est Seven Deadly Sins, c'est imaginaire, tu vois. On sait pas de quoi ça parle. Bah d'ailleurs, dans sa nouvelle série, il y a du Perceval. Là, il a plus le choix. Déjà à la fin, il je crois que c'est le héros, Perceval. Tu vois. Tu sens qu'il se. Il est sur la génération qu'on connaît un peu plus. Oui, voilà. Là, c'est l'heure avant. Je vous raconte avant, mais moi, Arthur, il a et le rôle d'Arthur dans cette fin. Tu sais, limite, je me demande s'il n'y a pas eu vraiment. S'il n'y a pas eu conflit entre l'auteur et son éditeur, tu vois. Ah, c'est possible. Alors, enfin, un conflit, façon de parler. Ils ont eu beaucoup de discussions. Par exemple, il me disait que le deuxième tournoi, c'était une idée de son éditeur, pas de lui. Ouais. Et que lui, il avait un défaut, c'est qu'il avait envie d'ajouter des personnages tout le temps. Et donc, du coup, on lui file un tour. Il y a son éditeur qui lui fait un tournoi. Il fait cool, je vais créer 15 milliards de personnages parce que j'adore ça. Et qu'on va retrouver jusqu'à la fin. Et ouais, mais ça, il avait pas prévu à la base. C'était une surprise. En gros, que les personnages du deuxième tournoi, les inconnus du deuxième tournoi, deviennent soit le corps, les accueils des archanges. Il avait pas prévu au moment du tournoi, ça. Il l'a inventé au milieu. Mais en disant, cool, je vais récupérer ces personnages. Parce que, au final, Seven Deadly Sins me donne beaucoup l'impression d'être un manga brouillon. Tu vois, où il y a plein de trucs qui se mélangent, même narrativement. Ouais, mais malgré il y a plein d'erreurs, tu vois. Son fil, sur son fil, en vrai, tous les drapeaux, ouais. En gros, tu vois que depuis le début, il a planté des drapeaux. Il a improvisé autour des drapeaux, mais qu'il avait planté des drapeaux pour nous montrer un chemin et qu'il a exactement suivi le chemin qu'il avait prévu, mais tout en improvisant des trucs au milieu, quoi, en faisant des zigzags. Il a pris des détours. Ouais, c'est comme une descente à ski, tu sais, quand tu dois faire le tour des drapeaux là. Il irait beaucoup plus vite tout droit. Tout droit, on est bien d'accord. Mais c'est marrant, c'est hyper original encore une fois comme manière d'apporter le récit. Tu vois que Arthur, j'ai vraiment ce truc où je veux placer Arthur absolument. Oui, mais il a rien à voir dans ton histoire là. Oui, mais quand même. Mais tu verras. Il arrive à quel tome, Arthur? C'est 15, vite. Non, bien sûr que non, parce que la série, le premier arc se clôture au tome 13. Ouais. Donc quand Dreyfus est défait. Pas Dreyfus, Henriksen. Quand Henriksen est défait, donc Arthur est déjà là à ce moment-là. Ok, d'accord, donc on va dire la dizaine de tomes. Ouais, je dirais 5-6. Hein. C'est quand même hyper bizarre d'amener un perso, surtout que c'est pas un perso lambda, je veux dire, dans l'imaginaire collectif, tout le monde connaît Arthur, tout le monde sait ce que ça implique de faire intervenir pas au Arthur. Japon. Oui, effectivement, oui. Au Japon, tout le monde, c'est pas. Mais tu sais, pour moi, c'est pas anodin. Tu fais intervenir Arthur Pendragon dans un récit médiéval, pour moi c'est pas anodin, c'est limite lui qui devient le nouveau héros, quoi. Ouais, mais... Et on te le présente comme ça beaucoup. Mais les légendes arthuriennes au Japon, c'est pas, ça court pas les rues, quoi. Donc nous, oui, ça imprègne notre culture, tu vois. Nous, on a tous vu Kaamelott, mais pas le Japon. Le Japon ne connaît pas Kaamelott. Ouais. L'Happy End, c'est un Happy End finalement, malgré tout. C'est 3 Happy End. Puisque du coup, si on fait le point un petit peu sur tout le monde, il y a Escanor qui ne résiste pas. Un de ses personnages préférés d'ailleurs, Escanor. Ah bah moi c'est mon perso préféré. Hein. Bah moi aussi. Escanor. Et c'est trop bien de l'avoir tué au final. Oui, vraiment, c'est trop cool. Sa fin était parfaite. Le fait qu'il mélange sa fin avec celle de Maël et Starossa, elle est top aussi. Je sais pas, je trouve que ce qu'il a fait avec ce perso était nickel du début à la fin. Sachant que c'est un perso qui arrive tardivement dans le récit. Tome 19. Mais moi c'est vraiment. Donc on l'a vu seulement de la moitié du manga. Ouais. Moi c'est, je crois que c'est mon perso préféré. Au début c'était Ban vraiment, mais j'adore ce concept. C'est déjà le concept de son pouvoir d'être au maximum de sa puissance à midi et après ça descend. Et la manière dont il est orgueilleux. Mais je trouve ça tellement génial, c'est jusqu'au boutiste de ouf. Dire, il a n'importe quel perso devant lui, il s'en fout, il est persuadé de le battre même s'il se fait tataner. Et ce qui donne des combats, mais d'une puissance. Mais tu sais, c'est peut-être un des reproches que j'ai à faire dans Seven Deadly Sins, enfin pas un reproche, mais au final, les différents méchants qu'on a eu, les différents combats avec les méchants qu'il y a eu, pour moi, il n'y a rien de plus intense que les combats entre les membres de Seven Deadly Sins. Quand t'as Meliodas qui se tape contre Ban,
en fait, quand ils se tapent entre eux, parce que de toute façon, c'est les plus puissants. Ouais, mais c'est pour ça que le tournoi de Weisel, il est génial. Exactement. Et c'est vraiment. C'est le tournoi Budokai de Dragon Ball. Moi, je trouve ce qui lui a toujours manqué, c'est que ils se battent entre eux, en fait, qu'ils se tapent un peu entre eux. C'est même le principe. On fera bientôt une émission sur les tournois, mais l'un des principes des tournois, c'est pouvoir se faire affronter des amis. Ouais. Mais c'est un peu rare d'avoir ce truc où les mecs vont devoir se taper entre eux dans le même crew. Et en plus, ça c'est un des éléments vraiment que j'adore dans Seven Deadly Sins, c'est les personnages. Au moins les Seven Deadly Sins, à part Diane, parce qu'elle vraiment je supporte pas. Mais c'est des personnages qui sont hyper fiers. Et du coup, même quand on va se taper entre amis, enfin entre membres du même crew, putain, mais c'est jusqu'au boutiste, quoi. C'est vraiment, on va au bout. Et Escanor, de ce point de vue-là, c'est tellement évident pour lui que c'est le plus fort que je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial entre son apparence toute frêle et cette assurance qu'il a. Et même quand il va crever, il est toujours assuré, genre... je vous offre la mort du plus grand guerrier au monde, tu vois. C'est génial, c'est débile et génial. C'est le péché jusqu'au bout, quoi. C'est l'orgueil jusqu'au bout. Donc il y a Escanor qui finit pas. En revanche, il y a Happy End total pour tous les autres. Happy End pour ce monde-là, puisqu'ils arrivent même à résoudre les problèmes, puisque à la fin, tu te souviens, Meliodas a tellement de pouvoir qu'il avait décidé de ne pas rester sur Terre et de retourner en enfer, et que finalement le chaos règle ça. Oui. Ça le régule. Et ça permet de réguler ça et de faire une happy end. Donc, Elisabeth, Meliodas, mariage. Ouais. Futur roi pour Meliodas. Et ouais, mais s'il veut, à la fin. Et puis... Oui, non, mais tu sens que ça va pas être un roi. Oui, bien sûr. De toute façon, je crois qu'ils veulent faire le tour du monde avant, une connerie comme ça. Oui. Un enfant. Ouais. Tristan. Bizarre. Je ne vois pas d'où vient la référence. Sûrement de la Bible. Ban et Hélène, un enfant, pareil, mariage. Enfin non, je sais pas, il y a mariage ou pas? Si, il y a mariage. Je sais pas. Bon, il y a peut-être un Pax. Je crois qu'il y a un Pax à la mairie. Un Pax médiéval. Ouais, c'est ça. Mais ils ont un enfant aussi. Diane et King, pas d'enfant? Non, on voit pas comment ça pourrait être possible. Alors, je figure que j'ai posé la question à l'auteur. Il me dit qu'avec une potion de Merlin, ça serait éventuellement possible. Ah ouais, d'accord. Il a utilisé un cheat code. Ouais, voilà. J'ai fait non, mais est-ce que vraiment ils peuvent Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comment ça se passe et il m'a dit oui, qu'une potion de Merlin. Ouais, voilà. Bah, on l'a fait réduire. C'est bon. Et tu sais, truc très étrange sur les faits et sur le fait que les légendes arthuriennes, nous, on connaisse. Je lui dis quelles étaient les questions qu'on vous posait, les lecteurs, dans le courrier des lecteurs. Vous aviez quoi souvent comme question? Il dit, mais les gens étaient passionnés par les faits. J'avais que des questions sur les faits. Ah ouais? Tout le monde voulait des trucs sur les faits. Et j'en pouvais plus. Ouais, j'ai traduit moi par oui. J'ai compris par j'en pouvais plus, mais en gros, il me dit, mais voilà. Donc, quand je pouvais, je rajoutais des infos sur les faits. Ouais, mais sur l'univers des faits. Parce qu'on me demandait énormément de choses sur l'univers des faits. Ouais, c'est marrant. Donc, tu vois, c'est pas quelque chose. C'est pas du tout un truc qui m'a marqué. Parce que c'est vrai que nous, les faits, on est un peu habitués, quoi. Bah, on a tous vu les Wings, quoi, tu vois. Non, pas du tout. Mais on connaît. On connaît, on va dire, un peu les backgrounds des faits. Gozer, il va faire le tour du monde. Oui. Il va chercher sa voie. Oui. La fin de Gozer est pas mal. Tout le background, finalement, sur le personnage est intéressante. Le fait qu'il soit un avatar et ainsi de suite. Bah, on termine son arc. On termine son arc aussi. À partir du moment où son arc est terminé, c'est vrai que je trouve ça un petit peu moins intéressant. En fait, à partir du moment où tu connais ses origines, bon... c'est un peu moins intéressant. Ouais, il se bastonne, tu vois. Comme King, qui une fois que c'est réglé avec Diane et une fois que c'est réglé avec son peuple, il a sa nouvelle forme. Oui. Et voilà, c'est fini. Enfin, c'est fini. Bah, il va servir dans les bastons et ça va faire des super scènes. Il y a vraiment des scènes très Avengers, tu sais, quand ils sont complètement de tous les sauvetage, 7 ensemble et qui s'y mettent et baston général. Quand ils s'y mettent tous les 7, ouais, il y a de la puissance, quoi. Oh oui, bah de toute façon, c'est le manga de la puissance. Hein. C'est vraiment le manga de la puissance. Tu sais, dans l'émission précédente, Lully, elle parlait pour Machel, elle parlait de force. Et moi, je lui disais, c'est vraiment l'idéogramme que je vois, tu vois, force. Et dans Seven Deadly Sins, c'est l'idéogramme que je vois. C'est malheureusement virilité, parce que mine de rien, c'est quand même un peu machiste sur les bords. Et c'est vraiment... force, c'est le kanji, tu vois, que je vois, c'est force, virilité, tu vois, ça. Mais ce qui est intéressant
quand on parle des conclusions d'arc narratif pour Seven Deadly Sins, ce que je trouve assez original, c'est que toutes les histoires, tous les cycles des personnages principaux tournent autour de l'amour. En fait, et c'est rare, hein. C'est hyper rare dans le shonen que l'amour soit autant assumé en tant que vraiment quête et surtout aboutissement. Pour un manga destiné vraiment très clairement aux jeunes garçons, quoi. Ah bah oui, grave. C'est-à-dire que là, il ne veut pas devenir le meilleur chevalier. Non, il veut sauver la femme qu'il aime. C'est le cas de Ban aussi. Tu vois, c'est le cas de... En fait, l'amour régente vraiment ce manga, mais je trouve ça vraiment assez intéressant parce que c'est que des... Et c'est en même temps un truc qui me dérange un peu dans le sens où c'est des histoires d'amour que j'ai trouvées très belles parce qu'elles sont très terribles aussi, mais j'ai cette représentation qui me pose problème de King et Diane. Tu vois, genre, non. Ouais, mon cerveau, il fait un petit blocage. Non, Ban et sa copine, c'est un adulte et une petite fille. Ouais, mais malgré tout, tu sais, le shonen hebdomadaire, c'est quand même un ensemble un peu, pas de bricolage, mais un ensemble de choses qu'on doit mettre ensemble, mais qui sont pas forcément faites pour l'être. Donc oui, il avait sûr. son histoire, il avait son idée, il avait son fil conducteur, il avait ses personnages, et en même temps, il doit plaire aux jeunes garçons. Qui lisent ce magazine qui veulent de la bagarre, qui veulent de la puissance. C'est pour ça qu'il met aussi le niveau de puissance, tu sais, à partir du tome 13 avec la boucle d'oreille de Hawk et ainsi de suite. Donc ça fait justement ces petites choses bizarres, c'est parce que c'est un amalgame de beaucoup de choses, quoi. Ah non, mais je suis complètement d'accord. C'est juste que ça me gêne un peu. Et ça m'a gêné dans l'appréhension des histoires d'amour parce que je les trouve typiquement Ban et la sœur de Hélène. Et Hélène, je trouve l'histoire super belle. Elle est tragique comme une belle histoire d'amour. Mais le fait que ça soit un adulte et une enfant, ça me fait décrocher en fait de l'histoire de l'histoire d'amour. Diane, bon, j'aime pas ce perso, tu vois, mais l'histoire de Diane, son arc narratif amoureux, il est très beau. Mais j'arrive pas. T'as un problème avec les faits, en fait. En fait, j'ai un problème avec ce truc que limite j'ai l'impression que c'est des catégories porno de Pornhub, tu vois, genre porno avec des géantes, tu vois. Ça me fait bizarre, en fait. Je crois pas qu'il le voit comme ça. Je pense pas qu'il ait spécialement décidé, tu vois, de faire ça, mais moi, d'un point de vue occidental, ça me gêne, en fait. Même moi, je le voyais pas comme ça, et tu es en train de me pervertir. Pardon, petit à petit. mais parce que justement, je trouve que les histoires d'amour sont très jolies dans Seven Deadly Sins, et ça me dérange, ce truc de... Ah, mais c'est un adulte avec une enfant, merde. Ouais, bah c'est marrant parce que moi je vois vraiment pas un adulte avec une enfant. Quand je vois Hélène et Ban, je vois une fée avec un humain. Et vraiment, j'ai pas immortel. Un immortel en plus. Mais je vois vraiment pas le. Mais je comprends. Je sais pas, je passe totalement outre. Je suis vraiment dans l'histoire. Très perso, mais comme quand je vois Méliodas avec Elisabeth, tu vois, c'est genre wow, les gars. Ah mais oui, ils sont vieux tous les deux, ça compte pas. Oui, Hélène aussi, elle est super vieille. Ban aussi, il est super vieux, mais c'est la forme en tout cas, la forme qui me dérange le plus. Mais par contre, c'est des histoires, c'est des histoires qui sont belles et c'est rare dans le shonen de lire des belles histoires d'amour, et là on est vraiment sur des trucs d'amants maudits, quoi. Ouais, c'est carrément. Que des histoires d'amants maudits et c'est des belles histoires, quoi. Et dans les histoires on a Zeldris et la vampire. Bah lui aussi il était amoureux. Ouais, mais c'était tous lui aussi amoureux. c'est un gosse, c'est bizarre. Zeldris c'est pas un gosse, c'est un garçon des enfers. C'est le fils du roi des enfers. Et sa meuf c'est une adulte, tu vois, je sais pas. Mais non, c'est une vampire. Mais arrêtez de faire ça, vous êtes bizarre. Faites des gens de la même taille, s'il vous plaît. C'est toi en fait, tu vis dans un monde trop normal. Non, viens c'est avec moi nous. qui vis dans un monde où je trouve ça trop bizarre et quand je lis Seven Deadly Sins, j'ai peur que les keufs toquent à ma porte, tu vois. Ah ouais, putain, c'est vrai, t'as vraiment ce truc avec Seven Deadly Sins. Ah mais complètement. J'ai vraiment ce truc très gênant. Je trouve que les relations amoureuses sont belles et gênantes, vraiment. Ah ouais, parce que moi j'ai vraiment pas du tout j'arrive pas à voir le mal. Ah moi je vois le malsain, mais après tu sais. Oui, tu vois le mal partout, c'est vrai. Moi je suis allé dans des recoins sombres d'internet, hein, je sais comment ça se passe, quoi. Ouais, j'ai pas envie de savoir. L'épisode du purgatoire, il était pas trop cool. Trop court. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu durer tellement longtemps, et en plus le fait de relier ça à Hawk
Oui. Et donc d'expliquer qu'en fait Hawk c'est un personnage, un animal qui vient du purgatoire. Je trouvais que tout était parfait. Ah bah oui, avoir fait une petite backstory à Hawk, c'est trop cool. Mais ouais, moi j'ai trouvé ça. Et le fait qu'ils aient passé un millénaire dedans, le fait que du coup ils se soient entraînés pendant 1000 ans, il y avait un côté la salle du temps. Ouais. Bah il a encore joué d'un point de vue temporel quoi. Ouais. C'est quand t'arrives en fait, Ban il est là depuis déjà je sais pas combien de temps. J'ai vraiment adoré ce passage du purgatoire. Et puis après dans les combats à la fin, le roi des enfers en mode montagne. Oui. Le lac qui se bat. Oui, mais c'est vrai que j'ai préféré la bataille de Ban et Meliodas quand ils sont au purgatoire. Parce qu'en plus, la relation entre ces deux persos, elle est vraiment très bien travaillée. C'est des bros, tu vois. C'est une vraie bromance. Et limite, ils ont un peu le même destin par rapport à leur amoureuse, tu vois. Ils ont un peu ce même truc d'amant maudit. Et ils ont la même happy end. Mais de toute façon, moi, Ban, j'avais accroché dès le début. Mais Ban, d'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais Ban qui donne son immortalité pour faire revivre Hélène. Ouais, enfin oui, c'est parce qu'elle allait crever. C'est ça. Mais il est très difficile à définir ce manga parce que même les trucs que tu penses aimer, t'as du mal à savoir pourquoi tu les aimes tellement ils sont caricaturaux, mais pourquoi ils marchent aussi bien. Je veux dire, un coup de poing dans Seven Deadly Sins, des coups de poing t'en as vu 15 000 dans plein de shonen différents, dans plein de seinen. Un coup de poing de Seven Deadly Sins, ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est parce une que patate dans Seven Deadly Sins. Ouais, mais c'est le trait de l'auteur qui permet l'intensité ça. qu'il met dans les histoires. Exactement. Et tout. Pour moi, c'est comme t'as lu plein de mangas de baston. Une patate de Hajime no Ippo, ça n'a rien à voir. C'est une vraie patate, tu vois. Seven Deadly Sins, c'est la même. Un coup donné, ressenti dans Seven Deadly Sins, tu le ressens pour de vrai. Que vaut la fin de Seven Deadly Sins ? Pour moi, elle vaut une petite médaille. Moi, je vais clairement pas du tout me débarrasser de ma collection. Je vais clairement bien la mettre en avant. Bien en prendre soin. Exactement. À côté de quoi, dans quoi je l'ai rangé ? Je l'ai rangé avec les autres mangas du Shonen Magazine et je l'ai rangé avec le manga précédent de l'auteur qui était sorti. Kango Bancho. Exactement. Ouais, avec mes Kango Bancho. Là, c'est la même. Kanji virilité qui est jetée à la fin. Au niveau des patates, il y en a. Ah ouais, c'est homme fort. Tu vois. Alors que dans Blizzard Axel, c'était moins le cas. Un autre de ses précédents. C'était pas vraiment. En revanche, c'est très marrant parce que tous les noms des personnages et les chara design, tu les retrouves dans tous ces mangas précédents. Tu les reconnais. Tiens, j'en profite pour faire une petite diphtongue sur l'animé que j'avais regardé un petit peu. Et je trouve ça complètement dingue à quel point l'animé est coloré et à quel point le manga est sombre. Il est sombre, il est violent. Et l'animé, il est vraiment. Ouais, mais c'est aussi une question de production et de studio, je pense. Oui, bien sûr. Parce que lui, par exemple, l'auteur a fait le storyboard de l'avant-dernier film. Je crois que c'est dans ce sens-là, de l'avant-dernier film. Et d'ailleurs, il révèle le chaos. Que Hawk Mama soit le chaos à la toute fin du film. Ah, ok. Il y a un petit indice. Il s'est auto-spoilé. Ouais, mais en fait, non, il donne un indice sur le fait sur l'importance de Hawk Mama à la fin de l'avant-dernier film. Du coup, tu vois, typiquement, c'est un des trucs que. C'est pour ça que pour moi, Seven Deadly Sins n'est pas un shonen anodin. On a déjà toutes ces conceptions d'amour, ces histoires d'amour tragiques qui sont vraiment mortelles. Et typiquement, il y a la violence. Et la violence que Ban permet, étant un personnage immortel, le mec se permet des trucs mais archi-gore en fait, super souvent, mais parce qu'on s'en fout, Ban est immortel et on peut le découper. Il se répare et tout. Du coup, pour tous ceux qui ont commencé peut-être à regarder l'animé Seven Deadly Sins et qui ont trouvé ça trop gentillet, je vous assure, précipitez-vous vers le manga. Le niveau de violence et le niveau d'intensité n'a rien à voir pour moi. C'est vraiment pour moi l'animé est quasi une fausse note. Vous avez pris une partie du manga que vous vouliez, le côté coloré, jump, tu vois, mais pour moi vous êtes passé à côté de l'esprit bagarre, violence, gore du manga papier quoi. Et même à côté des histoires d'amour, je pense qu'on les épure un petit peu. On enlève le drame. Mais à partir du moment où on enlève le drame, on abaisse le niveau du drame. Ouais. C'est moins violent qu'une histoire vraiment complètement tragique d'amour, ce que sont les histoires de Seven Deadly Sins. La fin de Seven Deadly Sins, c'est un grand oui pour Cagnard et moi, vous l'aurez compris. Grave, faut le lire, c'est... Et n'hésitez pas à partager, que vous soyez déçus ou pas, peu importe, mais n'hésitez pas à partager vos impressions sur cette fin. Voilà pour cette petite émission en duo. Merci Cagnard. Oh bah merci à moi.
Merci à toi, ça fait beaucoup de merci. Mais personne ne remercie jamais. Bah si, moi à l'instant. Quand j'ai dit merci Cagnard, tu sais, je te remerciais. Ah pardon, d'accord. Vous l'avez compris, il est temps de le ranger dans sa petite boîte avec Nezuko. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt, ciao, salut. Bonne soirée.